Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean Chaput. Je travaille à Montargis, enfin à Milly exactement, et donc je suis rééducateur. Alors c'est une journée sur la sclérose en plaques. Je ne vais pas vous parler de sclérose en plaques. C'est un parti pris. Je vais vous parler de handicap au sens général, où on retrouvera des éléments communs aux patients souffrant de sclérose en plaques ou aux patients souffrant d'autres pathologies. Et ça permettra d'ouvrir un peu le débat et d'introduire des topos qu'il y aura cet après-midi, faits par le docteur Soisson ou faits par la psychologue de notre centre, Karine Arangois, qui vont parler de la fatigue en particulier dans la sclérose en plaques. Alors, la démarche médicale habituelle, c'est une démarche qui va aller d'un symptôme ou d'un syndrome pour mettre tout ça dans un cadre nosologique, arriver à une étiologie, proposer un traitement au patient. Ça permet de faire un diagnostic, un traitement, d'aller aux résultats qui peuvent être variables, du guérison à l'échec, d'organiser un suivi. Mais jamais, dans cette démarche habituelle, on parle de fonction ou on parle de conséquences dans la vraie vie des gens. Alors, ça, c'est la définition officielle du handicap. Vous voyez qu'elle est assez récente, 2005. Donc, c'est des concepts qui sont anciens, mais on a dû les redéfinir parce que finalement, peut-être qu'on ne savait pas tellement de quoi on parlait. Et sans lire la définition, vous voyez que là, on parle d'activité, on parle de vie en société, on parle de fonction. Donc, le handicap, en fait, c'est trois dimensions. C'est une déficience, donc la perte. Qu'est-ce qu'on a perdu? Mais cette déficience va entraîner une incapacité à réaliser une action. Et cette incapacité va avoir un retentissement qui est le désavantage, c'est-à-dire ne pas pouvoir mener un rôle normal dans la vraie vie. La démarche rééducative, elle est sur ces concepts. On part d'une situation clinique qui va entraîner une ou des déficiences. Ces déficiences vont entraîner une ou des incapacités qui vont entraîner un ou des désavantages. Donc en gros, parler de handicap, c'est parler d'une altération qui est multiple, anatomique ou physiologique, mais aussi fonctionnelle et aussi sociale. Et ça va répondre à tous les champs de la rééducation. Pour tout ce qui est anatomie, on rééduque, c'est la partie kiné, mais il y a aussi tout ce qui est remettre en fonction, réadapter le patient, réadapter l'appartement quand on ne peut pas réadapter le patient, réadapter le milieu de vie, et puis réinsérer le patient dans la vraie vie par des tas d'actions, que ce soit professionnelles, sociales, sportives. C'est ce qu'on appelle actuellement le SSR. J'ai gardé le mot MPR, qui était déjà meilleur, mais l'ancien nom de la rééducation, c'était RRR. Et à mon sens, c'était le meilleur parce que c'était rééducation, réadaptation, réinsertion. Et depuis que la rééducation existe, c'est les trois piliers de notre boulot. Il y en a un quatrième auquel je tiens, qui est un quatrième R, qui est la recherche clinique. Pourquoi? Parce qu'on apprend nos patients, au bout du compte, celui qui connaît le mieux sa maladie, c'est quand même le patient, et constamment on apprend d'eux. On a des choses à leur apporter, et ils ont des choses à nous apprendre. Alors, un exemple. Voilà trois patients d'âge différents, avec des pathologies très différentes. Un patient médulaire, donc un patient qui a une arthrose de hanche, qui est âgé, et puis un patient de 50 ans qui a un problème cardiaque. Ils vont tous avoir une déficience différente. Un sera paraplégique, l'autre aura une hanche raide, et le troisième sera très essoufflé. Mais l'incapacité, c'est la même. Ils ont du mal à marcher, et le désavantage, c'est le même. Ils sont confinés au domicile. On va voir après que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même pathologie et des problématiques différentes. Donc la déficience, c'est quelque chose d'assez uniciste. Voilà, c'est plutôt statique. On va de la lésion jusqu'à la consolidation. Quand on commence à parler d'incapacité, on prend déjà en compte la variabilité individuelle parce que vont jouer les comorbidités, c'est-à-dire les pathologies adjointes qu'a le patient, les complications, mais aussi les antécédents. C'est donc une notion qui est déjà beaucoup plus dynamique, qui va aller au-delà de la consolidation. Et le désavantage, c'est extrêmement individuel. Ça dépend hautement du patient et de son entourage, qu'il soit professionnel, social ou familial. C'est donc quelque chose de très évolutif qui doit nous amener à la notion de projet. Alors on va partir d'un modèle. On va partir du modèle du paraplégique que j'ai pris en phase subaiguë, c'est-à-dire il y a eu l'accident, l'AREA, la neurologie, et puis il arrive au centre de rééducation, et on va voir un peu le parcours de ce patient. Alors j'en ai pas pris un, j'en ai pris deux. J'ai pris un jeune patient, enfin deux jeunes patients, pardon, ils ont tous les deux 25 ans, mais il y en a un, il joue au football en National 1, il est athlétique, et puis il y en a un qui n'est pas sportif et qui est obèse. Tous les deux vont se retrouver paraplégiques. Ouais, bon, il y a une erreur, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, il y a une slide qui a sauté. Il y a deux ou trois slides qui ont sauté. Donc, normalement, vous ne regardez pas ce qui est en rouge, hein, c'était les slides d'après, il y a un petit problème. Bon, les deux sont paraplégiques, et en fait, on en a déjà un, celui qui est athlétique, qui certes a le trouble de la marche, mais qui est quasiment déjà autonome au fauteuil, quasiment autonome pour faire ses transferts. Celui qui est obèse, bien entendu, il est très déconditionné, il n'est pas autonome au transfert, il n'est pas encore autonome au fauteuil. Donc quand on voit arriver ces deux patients, on se dit que pour l'un d'entre eux, celui qui est obèse, il va falloir faire de la diététique, faire du reconditionnement à l'effort, faire de l'athlétisation, et pour les deux, on aura le travail des transferts, le travail d'utilisation du fauteuil roulant, ce qu'on appelle l'école des chutes, être capable de remonter sur son fauteuil, et que ça va aller en fait très très vite pour le jeune footballeur. D'autant plus que notre patient qui est obèse, eh bien, il va y avoir des délais d'apprentissage. Et que ces délais d'apprentissage, ça va entraîner un alignement prolongé, un déconditionnement physique majeur et un risque de développer ce qu'on appelle la maladie de décubitus. Un petit mot sur la maladie de décubitus, c'est quoi? C'est tous ces risques qui sont liés au fait d'être alité. D'abord, on a le risque thromboembolique, le risque de faire phlébite ou embolie pulmonaire. On sait, par exemple, chez le paraplégique, ce risque d'emblée, il est augmenté d'un coefficient 8 à 10, puisque les facteurs favorisant la formation de caillots augmentent dans le sang, et ceux qui permettent de les liser diminuent. D'ailleurs, les paraplégiques vont avoir des héparines, c'est-à-dire des traitements anticoagulants pendant 6 mois en injectable. C'est un accord professionnel. On n'a pas de preuve scientifique de ça, mais tous les rééducateurs du monde appliquent ça. Quand on est allongé, on va s'encombrer. D'autant plus si on est paraplégique haut, puisqu'on n'aura pas d'abdominaux efficaces, qu'on n'aura pas de diaphragme. Étant allongé, on risque de favoriser des escarres, d'autant plus qu'on a un trouble de la sensibilité. On va avoir un transit qui va se ralentir, donc avec une constipation opiniâtre. D'autant plus qu'on a une dérégulation du système nerveux autonome. On a deux systèmes nerveux, le volontaire, je bouge, je parle, pendant ce temps ma pupille se dilate, mon cœur bat. Ça, c'est le système nerveux automatique qui, quand on a une paraplégie, va être dérégulé, d'autant plus que la paraplégie est haute. Et puis, on va être déconditionné sur le plan physique, sur le plan psychique. Physique, sur le plan cardio-respiratoire, on va perdre du muscle. Et sur le plan psychique, il n'y a rien de pire que de regarder le plafond. Donc, on se dit qu'on a un patient qui va être beaucoup plus compliqué que l'autre. Mais le jeune sportif, il a une luxation de l'épaule dans un accident de la voie publique, qui est passé inaperçu dans la bagarre. Et du coup, il faut l'opérer, il faut l'immobiliser. De ce fait, il est plus autonome au transfert, il est plus autonome au fauteuil roulant, il se rapproche un petit peu de l'autre patient. Et puis cette immobilisation va entraîner des délais de cicatrisation, donc il va se retrouver déconditionné lui aussi, il va se retrouver alité, et il va se retrouver à peut-être faire des maladies de décubitus. Au bout du compte, on a deux patients qui déjà ont la même problématique. L'athlétique et l'obèse, on a les mêmes risques et on va avoir à peu près le même boulot. On continue. Ces patients, du fait de leur atteinte médulaire, ils vont pouvoir développer des tas de problèmes. Hyperactivité autonome, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette dérégulation du système nerveux autonome qui, quand on est paraplégique haut, peut entraîner des poussées, par exemple, hypertensives majeures. J'ai malheureusement eu un jour un patient qui était paraplégique, qui n'était probablement pas informé de ce risque ou qui a été pris trop tard. Il a fait une poussée hypertensive à 30 de tension artérielle. Il s'est retrouvé hémiplégique sur paraplégie. Donc ça existe, il faut le savoir. Et là, on a un rôle informatif majeur. Vous avez mal à la tête, pensez à prendre l'attention tout de suite et aller aux urgences. Ces deux patients vont se retrouver, du moins dans un premier temps, incontinents urinaires et fécaux. Ils vont développer des douleurs, tous les types de douleurs. Douleurs lésionnelles, mécaniques, mais aussi douleurs neuropathiques, mais aussi douleurs psychiques et douleurs psychogènes. Donc toutes les douleurs doivent être prises en compte. Ils vont être fatigués. Je pense que ça fait écho à la sclérose en plaques. Quand je vous parle de fatigue, on en parlera cet après-midi. Et puis bien sûr, ils vont être spastiques. On va dire un petit mot après sur la spasticité. Vous voyez que donc là, j'ai pris qu'une incapacité, c'est celle de l'exonération urinaire et fécale. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'elle a un impact majeur dans notre vie relationnelle. Quand on a des troubles urinaires et des troubles fécaux, c'est une catastrophe potentielle pour sortir de chez soi, pour avoir une sexualité, pour vivre normalement. Donc c'est un sujet auquel je tiens beaucoup, les problèmes urinaires, et ma collègue Mme Baclès vous en parlera tout à l'heure.
Pour tous ces problèmes, et bien sûr, il y a une prise en charge globale qui doit être faite d'information, de soins, de surveillance par les infirmières, les aides-soignantes, les médecins qui prennent en charge le patient. Tout ça ne marche qu'à une condition, il faut que le patient adhère au projet, à ce qu'on lui dit, qu'il soit observant. Donc il faut qu'on l'informe pour qu'il y ait un rétrocontrôle et qu'on puisse travailler ensemble. Un petit mot sur la spasticité. C'est quoi la spasticité? On en parle souvent, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, la spasticité, c'est un réflexe normal qui est dérégulé. Ça s'appelle le réflexe myotatique. Chaque muscle va à un moment donné résister à son propre étirement, sinon on casserait nos muscles. Et bien, quand on a une atteinte, en particulier de la moelle, on va avoir une perturbation de tout le système de régulation de ces réflexes physiologiques. On a des réflexes au niveau de la moelle, on a des réflexes supérieurs, on en a des inhibiteurs, on en a qui vont favoriser. Et d'un seul coup, c'est dérégulé. Et en fait, c'est un système qui s'emballe totalement. Et il s'emballe, et on va parler du traitement de la spasticité. Le premier traitement de la spasticité, ce sera le seul dont je parlerai ici, c'est traiter ce qu'on appelle les épines irritatives. N'importe quoi peut amorcer ce système qui est auto-emballé. Donc il faut aller rechercher tous les problèmes infectieux, un problème dentaire, une infection cutanée, un escarre bien sûr. Il faut aller rechercher tous les problèmes urinaires, on y revient encore. Les problèmes de sel, quand je suis constipé, je peux avoir un emballement de la spasticité. La douleur, la plaie, mais aussi l'humeur. Quand on n'est pas bien, quand on est énervé, il y a une majoration de la spasticité. Vous le savez, cette spasticité, elle fluctue au cours de la journée. Et avant de mettre des traitements, quels qu'ils soient, par toxine, par baclofène ou quoi, il faut déjà éliminer au maximum tout ça. On revient à nos deux patients. Quand on a toutes ces problématiques après un accident gravissime qui a modifié totalement le cours de notre vie, bien entendu, il y a un retentissement psychique qui est déjà présent et qui, là aussi, va imputer donc, notre vie relationnelle. Et là, bien sûr, il faut un soutien psychologique, mais pas que. Il faut des relais. Et ces relais, c'est toute l'équipe médicale et paramédicale, c'est aussi la famille. Et pour que ce relais soit efficace, il faut que nous-mêmes, nous soyons cohérents et cohésifs. Sinon, ça ne marche pas. On continue avec nos deux patients. Donc on voit qu'ils sont à peu près dans les mêmes qualificatifs et les mêmes problématiques, bien qu'il y en ait un athlétique, qu'il y en ait un qui soit obèse. Mais notre jeune footballeur, il habite un deuxième étage sur l'ascenseur, alors que l'autre a une maison de plein pied. Mais ça change tout, parce que ce coup-ci, il n'a plus accès à son domicile, et on rentre dans la sphère extrêmement compliquée, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, du médico-social, avec l'assistance sociale qui va se battre, les bailleurs sociaux, etc. Et puis, un malheur n'arrivant jamais seul, il a une toute petite salle de bain, il y a une baignoire dedans, donc il n'y a plus d'accès à la salle de bain. Donc là aussi, c'est les visites à domicile, les ergots, les dossiers MDPH, les temps de latence MDPH pour avoir le droit de refaire une salle de bain qui, bien évidemment, doit être refaite, sinon on n'y accède pas. Et puis, ces deux patients, il y en a un qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, pas de chance, c'est le footballeur. L'autre est marié avec 2 enfants. Et tous les deux, ils vont avoir, comme ils sont paraplégiques, des troubles de l'érection et de l'éjaculation, donc un dysfonctionnement sexuel et un désavantage de procréation. Mais ce désavantage de procréation, il sera peut-être beaucoup plus important chez le jeune homme célibataire que chez celui qui a déjà 2 enfants. Et là, on rentre dans la boucle, prélèvement de sperme, sécosse. Par exemple, à Montargis, un prélèvement de sperme se fait à Tours et non pas à Orléans. Tout ça devient vite compliqué. Et puis, bien entendu, ce jeune homme, il était maçon, l'autre est ingénieur. Et puis, il jouait au football et il a eu la chance d'être recruté par l'OM. Et en septembre, au Mercato, il doit partir à Marseille, jouer en Première Ligue. Pas de chance, sa vie va s'effondrer. Tout le problème professionnel va être majoré en plus par cette opportunité unique. Et on rentre aussi dans la sphère du reclassement, des stages, et l'impact psychologique est majeur. Cette histoire est vraie. Alors, ce n'était pas un patient paraplégique, c'était un patient amputé qui jouait au foot dans les Vosges et qui, à 23-24 ans, a été recruté par l'OM. Et malheureusement, il s'est fait faucher par un chauffard. Il s'est retrouvé amputé en cuisse. Sa carrière sportive s'est arrêtée là. Et je l'ai vu 10 ans après, en appareillage. On en reparlera un peu plus loin. Et puis, les deux auront la même problématique pour tout ce qui est la conduite automobile, l'accès au sport. Et là aussi, il y a tout ce qu'on appelle la DPI, qui est gérée beaucoup par l'assistante sociale, mais il va falloir intervenir avec une auto-école, mettre les adaptations de voitures, faire les papiers avec la préfecture, et puis la mise en lien avec les associations de e-sport, etc.
Alors c'est quoi la DPI? Nous on appelle ça comme ça, mais on aurait pu l'appeler réinsertion, puisque c'est notre boulot. C'est tout ce qui est géré, les éléments sociaux, associatifs, professionnels, et c'est l'assistante sociale qui doit mouliner tout ça pour faire avancer les dossiers, et il faut qu'elle ait du mordant pour s'en sortir. Alors, ces patients, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on ait une prise en charge qui soit bien sûr globale, d'abord transversale, parce qu'on ne va pas gérer un handicap, mais au bout du compte, des handicaps. Mais il faut aussi qu'elle soit longitudinale, il va falloir le suivre, s'adapter à son évolution. Puis il va falloir qu'on soit sur mesure, parce que ce n'est pas pareil de parler à quelqu'un qui a un handicap qui est congénital par rapport à quelqu'un qui a un handicap acquis. La maladie et le traumatique, c'est pas pareil. Le processus évolutif est différent, les doutes sont différents. On a des éléments qui peuvent être fixés, des éléments évolutifs. La sclérose en plaques est par excellence la pathologie difficile parce qu'on a beaucoup d'incertitudes sur quand, comment et où. C'est, à mon avis, l'une des affections les plus difficiles à gérer. Et puis, il y a les handicaps, bien sûr, visibles et invisibles. Ça, c'est plus pour les traumatisés crâniens. Et puis, bien sûr, ça dépend de notre patient. Il va falloir s'adapter et il va falloir prendre en compte ses antécédents, son mode de vie, sa personnalité et surtout tout l'environnement. Est-ce qu'il y a une famille, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il a des sous, est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que ça change des choses, il faut le dire à un moment donné. Donc, notre prise en charge doit être multidisciplinaire et le but ultime, c'est d'élaborer un projet de vie auquel doit évidemment participer activement le patient. Et là aussi, on a dû faire une loi pour dire que le patient doit participer à sa propre vie. C'est étonnant, ça prouve que peut-être on ne le faisait pas. C'est la loi de mars 2002. Mais pour monter ce dossier, ce projet, il faut au préalable que le patient ait une notion de son handicap, ça s'appelle l'annonce. Parce qu'un handicap, c'est avant tout une rupture, il y a l'avant, il y a l'après. La lésion est définitive, mais les conséquences au pluriel vont être définitives, et ça modifie tout l'individu, toute son image, réelle ou supposée. Et tout ça génère une grande souffrance. Donc, René Char disait: de quoi souffre-t-on? D'un irréel intact dans un réel dévasté. C'est ça notre problématique. Aider nos patients à redonner une adéquation entre le réel et l'irréel. Quand on vit avec un handicap, il va falloir se reconstruire. Cette reconstruction, elle est individuelle, mais elle concerne en fait tout le monde, sa famille, l'environnement, le professionnel. Donc il va commencer par accepter d'avoir un handicap. Ça ne veut pas dire renoncer. Il faut accepter. Et donc pour ça, il faut informer. Il faut dire aux patients qu'ils ont un handicap. Donc c'est l'annonce. Cette annonce, elle est toujours dure, elle est toujours brutale. À mon sens, elle doit être précoce pour permettre aux gens de se reconstruire le plus vite possible. Bien sûr, il faut qu'elle soit conforme, il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand on annonce des choses, il faut dire des choses dont on est sûr. Il faut la répéter. Il y a un temps pour entendre les choses, il y a un temps pour les comprendre. Et puis il va falloir le dire aux patients et aussi à sa famille. À qui ce rôle est échu? À mon sens, au médecin. Et ensuite, il est réveillé par l'équipe et il faut que le discours soit toujours le même. Et puis il faut se méfier de ce que j'appelle la fausse empathie. Ça peut choquer, mais la fausse empathie, c'est pas dire les choses aux gens. À un moment donné, il faut dire les choses pour pouvoir aller de l'avant. Et puis il va falloir faire le deuil, après l'annonce, de ce qu'on était, de ce qu'on représentait ou ce qu'on croyait représenter. Tout ça a été décrit par Madame Elisabeth Kübler-Ross avec différentes phases qui sont très variables dans leur succession et dans leur temps. Ça peut être plus ou moins rapide en fonction des gens. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à notre patient à son propre rythme. Ce travail de deuil, idéalement, il faut qu'il soit fait pendant le temps où il est chez nous, pas après. Si ça se passe chez nous, moi je suis payé pour avoir les colères, avoir les larmes, pour que la reconstruction soit déjà active avant de rentrer à la maison. Donc, il faut essayer d'admettre, de ne plus pleurer ce qu'on a perdu, pour pouvoir optimiser tout ce qui est. Et puis surtout, il faut livrer les bons combats, ceux qu'on va gagner, ceux qui sont d'avenir, afin de ne pas s'épuiser. J'en reviens encore à ce concept de fatigue et d'épuisement qui est majeur dans la sclérose en plaques et où les gens souvent en font trop et dans le combat. Donc il faut mener les bons combats. Une fois que ça c'est fait, on peut rentrer dans le projet de vie. Le projet de vie, c'est un contrat qu'on passe avec nos patients. Il n'est pas forcément minimaliste, il faut qu'il soit réaliste.
mais minimaliste, non. Exemple, ce fameux joueur de foot qui est venu me voir 10 ans après en me disant « Moi, je voudrais jouer au foot avec mon gamin ». Eh bien, on a eu de la chance, il y avait un tir en cause. On a eu la chance parce que la technologie, je reviens sur Novartis, mais là, ce n'est pas Novartis, c'était une boîte d'appareillage, elle est sortie des genoux électroniques. Et ce monsieur, 10 ans après l'accident, il a rejoué au foot avec son gosse. Voilà, le projet était atteint. Donc, il va falloir qu'on soit en adéquation avec les désirs du patient, tout en étant réaliste, en mettant tous les moyens qu'on peut mettre, qu'ils soient humains, sociaux, techniques, de compensation, de modification de l'environnement. Et ce contrat, il a une durée. On fait ça, on se donne tant de temps et tel moyen pour réussir. Les problématiques, je viens de vous en parler. Problèmes financiers, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parfois, malheureusement. Et puis les délais administratifs, où actuellement, quand on lance un dossier MDPH, la réponse est 8 mois après, ce qui pose de réels soucis, sur lesquels on n'a aucune influence possible. Alors, enfin, la famille. Quelle est la place de la famille? La famille, elle fait partie du projet, bien entendu. Alors, il faut bien définir les personnes, et c'est avec le patient qu'on définit les personnes. Pourquoi le patient? Parce que le secret n'est pas opposable à notre patient. Nous devons toute la vérité à notre patient. Un petit mot sur la personne de confiance. La personne de confiance, c'est quelque chose qui est aussi assez récent, qui est médico-légal, c'est écrit, c'est signé, on peut changer quand on veut, mais c'est le patient qui décide. S'il n'est pas apte à décider, il n'y a pas de personne de confiance. C'est différent des personnes à prévenir. Donc on essaie de parler avec tout le monde, et en premier le patient. Moi j'ai pour habitude de donner des informations à la famille devant le patient. Comme ça évite tout malentendu. Le patient me dit avant, vous dites ou vous dites pas. Et je dis tout à mon patient devant les personnes qui me disent. Mais la famille, il faut bien savoir que c'est aussi la première fois, tout comme le patient, qu'elle découvre le handicap. Parfois, elle ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'elle n'a pas les armes, donc il faut l'éduquer, l'informer. Il y a des atteintes cognitives, des fois, que la famille ne veut pas comprendre. Mais il fait semblant. Non, il ne fait pas semblant. Oh, il ne fait pas d'effort. Mais il ne peut pas faire d'effort, ça fait partie de l'affection neurologique. La famille, elle souffre aussi, bien entendu. Tout ça est très anxiogène, parce qu'on va devenir un aidant. Et ça s'apprend. On doit aussi aider les aidants. Voilà sur la famille, et là aussi, concept récent. Avant, on ne parlait pas de la famille. Ben, c'est faux, parce qu'on en parlait, M. Lassègue lui-même en parlait en 1873, donc il y a 150 ans, où il mettait la famille au centre du projet. Donc toutes ces notions ne sont pas récentes. Donc si on résume un peu, la démarche classique, une lésion, un diagnostic, un projet thérapeutique, la démarche rééducative, c'est une lésion, des handicaps et un projet de vie. Tout ça, ça nécessite une évolution qui passe par acceptation, même si ce n'est pas le mot idéal, et Karine vous parlera du mot idéal, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à monter un projet de vie. Moi, mon job, c'est d'amener les gens dans le flow. C'est M. Mihaly, avec un nom imprononçable, qui a décrit ça il y a des années, qui était un psychoclinicien. Le flow, c'est quoi? C'est je me mets le projet de défi maximal en adéquation avec mes capacités maximales. Si je fais plus, je me retrouve dans des difficultés, d'inquiétude et d'angoisse. Si je fais moins, je ne suis pas dans le projet idéal. Donc c'est amener les gens dans le flow. Ça, c'est très utilisé, cette notion, maintenant, dans le mode sportif ou dans le monde des jeux. Par exemple, les joueurs de poker. Quand on joue bien au poker, on est dans le flow aussi. Voilà, moi, mon job, c'est ça. Merci. Est-ce que vous avez des... Pardon. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors, je ne sais pas répondre. Madame demande si tout le personnel médical... En fait, je voudrais juste savoir s'ils ont tous conscience de ce que vous venez de nous dire. Parce que c'est très bien, mais moi, jusqu'à présent, je suis bien suivie, mais je n'ai pas l'impression d'avoir un projet de vie. Moi, je suis en rééducation, donc je fais depuis des années... Non, c'est pas ça, c'est qu'on est habitué à avoir... ça fait partie de notre boulot, de parler de tout ça. Oui, Madame Baclès, qui est rééducateur à Orléans, je suis persuadé qu'elle a les mêmes notions, concepts que moi. Mais effectivement, dans notre monde médical, on oublie souvent
que le patient est un individu. Voilà. C'est parfois une pathologie, c'est parfois un numéro de chambre. On doit lutter contre ces mauvaises habitudes éducatives presque, parce qu'on a... voilà. Et ça, c'est un effort à faire sur nous-mêmes. Moi, depuis des années, je me force à taper à la porte quand je rentre dans une chambre et d'attendre qu'on me dise entrer. Des fois, j'oublie. On a fait pour notre personnel des formations depuis 5 ans, Humanitude, où on nous redit ces choses-là, où on redécouvre la vie normale, sociale, bien entendu. Après, c'est compliqué. Il y a des fois, on est aussi stressé, pressé, et on oublie d'être poli. Je sais. C'est pas une excuse. Non, mais en fait, enfin, je sais pas, mais par rapport à la sclérose en plaques, je considère qu'il faudrait un suivi dès l'annonce, comme vous dites, d'un projet de vie. Pas, si vous voulez, vous pouvez contacter quelqu'un, faut 6 mois d'attente, et puis voilà. Voyez, c'est parfait ce que vous dites. Hein, c'est pour ça que je suis venu parler parler de ça. À l'école d'infirmière, par exemple, on m'a dit que les patients, c'était les clients. Vous voyez le concept. Alors, déjà. C'est pour ça que je suis venu parler. Je vous avoue que j'étais un peu inquiet de parler d'un topo généraliste dans une journée qui se veut dédiée à un problème spécifique. Je ne savais pas comment ça serait pris. On a pris ce parti pris avec le docteur Soisson. J'en parlais encore dans la voiture avec Karine, je ne savais pas comment ça allait être perçu. Mais j'avais envie de faire ça. Ah non, mais c'est très bien, justement. Voilà. Pour que, justement, ces notions-là, elles aillent un peu plus ailleurs, parce que nous, c'est plus facile dans notre mode rééducatif qu'au CHU, en cardio chaude, etc., où ils sont... Voilà. Où un chirurgien, il est dans l'action. Je ne veux pas les défendre, mais j'essaie de comprendre. Quand un chirurgien opère, moi je m'engueule régulièrement les chirurgiens, il faut être clair, mais quand il opère, il est seul. Il est seul, il doit décider, c'est tout de suite. Il n'a pas, c'est pas oui, peut-être, c'est oui ou non, j'y vais pas, je fais pas. Donc c'est un autre mode de raisonnement. Notre temps est plus long. En fait, c'est toujours celui qui a le temps le plus long qui impose son rythme. Alors, la chirurgie, c'est l'instant. La médecine, le MCO, le temps, c'est en jours. Nous, on est en semaine et en mois. Le problème, c'est que le médico-social est en année. Et quand on est bloqué à notre niveau-là, c'est en année pour trouver des places, le temps administratif, tout ça. Et là, c'est des temps beaucoup plus longs et ça nous les impose. C'est un peu la problématique. Mais la problématique, c'est aussi qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. Donc, du coup, il y a moins de personnel, il y a moins de temps et il y a moins de place pour ce genre de projet qui me semblait essentiel. En plus, je pense que dans la maladie, ça évincerait plein de problèmes, plein de stress, plein de... Voilà. Mais j'ai un très bon neurologue. Oui, effectivement, c'est vrai. Nous, ce qu'on fait, c'est un projet thérapeutique. C'est la partie gauche. La partie droite, effectivement, dans un centre de rééducation, c'est concentré quand même. En ville, les gens sont, c'est vrai, un petit peu lâchés dans la nature. Alors, il y a une assistante sociale par-ci, le kiné par-là, mais c'est vrai que ce n'est pas un projet. Et effectivement, comment arranger ça dans la médecine actuelle, ça va être difficile. Ça va être difficile. Parce que c'est carrément un autre métier qui n'existe pas, c'est-à-dire la synthèse de ça. C'est pour ça qu'il faut des réseaux, comme là aujourd'hui, où c'est un réseau. On travaille ensemble avec le docteur Soisson, on vient parler ensemble et on essaie de monter des réseaux. Je suis d'accord avec vous, c'est de plus en plus compliqué, avec une médecine où on nous demande d'être très administratif, de coter tout ce qu'on fait et d'être le plus rapide possible, puisque la mode est à l'hospitalisation éclair. Et bien sûr, quand on est dans l'éclair, les problèmes arrivent à la maison. Je suis d'accord avec vous. J'espère que notre nouveau ministre aura une vision un peu différente, mais j'en doute, puisqu'on nous pousse maintenant, même nous, à faire de l'hospitalisation de semaine et qu'on veut de la rééducation éclair, ce qui est un contresens. Donc je suis aussi là pour donner quelques messages. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit sur la MDPH, je ne porte aucune accusation, mais quand on met 8 mois pour résoudre un dossier, c'est un réel problème. Voilà, c'est un réel problème. Donc là, il faut que chacun prenne responsabilité. Moi, je suis prêt à aller faire des papiers avec eux, me déplacer. Je sais que Mme Ozansac, la chef de service de neurologie, avait envie de faire quand même une espèce de, peut-être express, mais un service de rééducation où on pourrait prendre en charge les gens et décider d'un projet thérapeutique. Ça, je pense qu'elle l'avait en tête et ça peut être quelque chose qui va se développer pour voir à la fois le côté social, le côté professionnel. On va parler du côté professionnel cet après-midi aussi. Oui, voilà. Vous voulez intervenir ? Très bien.
je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec mon mari. Oui, parce que je n'étais pas au courant du tout de cette association. Les docteurs, les kinés ne nous disent pas tout ça. Et quand on est un peu à la campagne isolée, on n'est pas au courant de ce qui peut être intéressant pour améliorer la vie. Alors, je rebondis juste sur ce que vous dites. J'ai entendu qu'on parlait d'isolement avec la dame de Novartis tout à l'heure, avec des projets en Asie, etc. Cet isolement a déjà commencé en France et je plaide pour ma paroisse. Montargis, c'est plus Loiret, c'est l'est du Loiret. Et l'isolement des patients qui sont à 30 km de Montargis est total. On n'a plus de médecins traitants, on n'a plus de thérapeutes. C'est extrêmement compliqué. Donc cet isolement, il a déjà commencé aussi en France. Si Novartis peut nous aider, je suis preneur. Bonjour à tous. J'avais une petite question. Vous avez parlé des aidants. Alors, je ne sais pas si on va en parler encore dans la journée. Je voulais savoir ce qui existait actuellement pour aider justement les aidants. Alors, ce qui existe, on a des associations qui s'occupent des aidants. Je vais prendre un exemple, une association qui s'occupe de Parkinson. Parce que le problème, c'est que tout est un peu sectorisé, mais où ils ont créé, c'est Assoparc, qui est sur Montargis, Gien et Orléans, qui ont créé une possibilité. Ils payent quelqu'un pour venir entre 6 heures de mémoire et 48 heures à domicile pour permettre aux conjoints de partir, d'aller faire ses courses ou d'aller prendre ne serait-ce que 2 jours de vacances. Ça, c'est pour le côté associatif. Moi, ce qui m'arrive de faire, mais c'est sur des périodes courtes, ou prendre des patients où il n'y a plus de projet rééducatif, puisqu'on est sur une situation, souvent ce sont des gens qui sont très dégradés malheureusement, mais qui sont à la maison et dont le conjoint s'occupe, et je les prends sur une période courte pour que le conjoint souffle. Voilà. Je peux encore le faire. J'espère que la sécurité sociale ne m'empêchera pas dans l'avenir, puisqu'on est dans la cotation des actes, et que s'il n'y a pas d'acte, on n'est plus coté. Et si on n'est pas coté, on n'est pas payé, on ne peut pas payer aux salariés. Parce que c'est ça le fond du problème. Moi, je le fais encore. Alors, je ne le fais pas sur 2 mois. C'est 15 jours, 3 semaines. Mais je crois que c'est essentiel. Je crois qu'on rend service à la société. Faut savoir qu'un aidant qui s'occupe d'un patient neurologique a une durée de vie diminuée de 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc pourquoi, je ne sais pas le dire. Est-ce que c'est ce stress constant? Est-ce que c'est parce qu'il se néglige lui-même? C'est hautement probable, un peu tout ça. Donc à un moment donné, il faut aider les aidants. Et puis pendant la phase subaiguë, j'avais pris ce cadre-là qui est le plus simple quand même à gérer. Il faut les aider à faire, à savoir faire. Mais savoir-faire, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il perde son rôle social. Quand on a un aidant à la maison, il faut qu'il reste aidant, il ne faut pas qu'il devienne thérapeute. Il ne faut pas qu'une femme devienne l'infirmière de son mari. Ce n'est pas le but, parce que sinon, on n'a plus de vie de couple. Donc il faut que chacun retrouve sa place. Et dans le projet, il faut que chacun ait sa place. Après, il faut savoir se débrouiller si ce jour-là, il n'y a pas d'aide. Et ça, qu'on les ait formés. Donc on va former pour le transfert dans la voiture. Quelqu'un qui se sonde, on peut apprendre à l'épouse comment, ou au mari, comment est-ce qu'on peut sonder s'il y a un problème, qu'on n'y arrive pas. Enfin, informer, etc. Et ça se fait pendant que les gens sont hospitalisés, bien entendu. Et puis en fonction de ce que veut le patient, on est toujours pareil, parce que le projet, c'est celui du patient. Un patient qui n'a pas de projet parce que c'est trop tôt, il faut revenir plus tard à la charge. Voilà, parce qu'il y a un temps pour tout. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci.